Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle pour cette web radio du mercredi 9 juin 2021. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on revient sur l'expert en sinistre. Il y a 2 semaines, il en était question, mais nous ne sommes pas allés assez loin dans le détail pour vraiment faire comprendre à nos auditeurs qu'est-ce qu'un expert en sinistre indépendant. Alors là, on oublie l'expert en sinistre qui est associé à une compagnie d'assurance. On parle d'un expert en sinistre indépendant qui peut offrir ses services à une compagnie d'assurance, mais il peut les offrir aussi à un syndicat de copropriétaires. Alors, en tant que syndicat de copropriétaires, si votre sinistre est en deçà de la franchise en termes de coûts de réparation, eh bien, vous seriez bien avisé de recourir au service d'un expert en sinistre indépendant pour gérer le trafic et comprendre ce qui s'est passé, établir le coût des dommages et faire en sorte qu'un dossier se déroule sans anicroche. Évidemment, avec un expert en sinistre compétent, mais il y en a beaucoup, il y en a plein. Alors donc, c'est un nouveau marché qui se développe, ça, dans le domaine de la copropriété divise, donc à savoir celui des experts en sinistre indépendants. Vous êtes victime d'un dégât d'eau, pour ne citer que cet exemple, mais votre franchise est plus élevée que ce qu'il en coûtera pour faire réparer les dommages. Alors, vous déclarez sinistre à votre assureur, comme la loi l'exige, mais il ne paiera pas un sou en indemnité normale parce qu'il n'est pas impliqué au dossier. Donc, l'assureur ne dépêche pas d'expert en sinistre sur les lieux parce qu'il n'est pas impliqué au dossier. Donc, l'expert en sinistre indépendant peut entrer en jeu à ce moment-là. Donc, en tant que syndicat de copropriétaires, vous devrez donc gérer le sinistre vous-même à titre d'auto-assureur. Pour aider à y voir plus clair en pareille situation, sachez qu'un syndicat, je le redis, peut recourir au service d'un expert en sinistre indépendant. On va tout vous expliquer ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il est même recommandé de le faire, peu importe le montant, même pour un sinistre de 5 000, 7 000 $. Si votre franchise est 10 000 et ça coûte 7 000 pour le réparer, pour faire réparer donc les dommages, ça pourrait être intéressant. On va en parler de ça. Donc, vous pourriez même épargner des coûts sur les réparations parce que toute la question de l'entrepreneur qui doit faire les travaux, qui va déterminer ce que ça va coûter? C'est important que ceux qui vous disent combien ça coûte soient habilités à le faire et vous donnent leur juste là, à la scène près. Donc, par définition, un expert en sinistre est formé pour comprendre les causes d'un dégât d'eau, d'un incendie ou d'un autre événement de ce genre. En fonction d'indices observés sur place, il pourra notamment faire appel à des professionnels, soit un ingénieur, un électricien ou autre, qui l'aideront à confirmer les causes exactes d'un sinistre. Bon, un expert en sinistre, c'est quelqu'un qui a le flair, parce qu'il a la formation et habituellement l'expérience. Donc, il a le flair pour s'aligner vers une piste ou une autre puis dire, ouais, ce sinistre-là, ça doit avoir été causé à cause de ça, mais je vais le faire vérifier avec un professionnel, un ingénieur. Puis là, je vais savoir pourquoi il y a eu un dégât d'eau. Et puis, ça pourrait faire la différence entre c'est le syndicat qui paye ou c'est l'assureur du copropriétaire qui paye. Hein? C'est important ça, parce qu'on va aussi parler de l'article 1074.2 et des problèmes que cet article du Code civil du Québec pose en ce moment pour plusieurs syndicats de copropriétaires. Donc, la table est mise pour cette web radio de ce soir, qui est une présentation de Condo Stratégie en gestion de copropriété et offre divers forfaits adaptés aux besoins d'un syndicat de copropriétaires. Pour être entre bonnes mains, une seule adresse à retenir. Alors, condostratégie.ca, condostrategis.ca. Voilà, c'est dit. Donc, pour discuter du sujet de ce soir, mes invités sont Annie Gosselin, courtière en assurance de dommages des entreprises chez PMT Roy. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Mathieu Sirois, expert en sinistre chez Crawford et compagnie. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété et fondatrice de la firme en gestion Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Et Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété au cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Donc, d'emblée, Annie Gosselin. Oui. Pourriez-vous nous faire, parce que avant d'aller plus loin, il est important de faire un petit portrait, là, un petit topo de ce qui se passe dans le marché de l'assurance actuellement en termes
de franchise qui sont parfois déraisonnables, qui sont vraiment très élevés. Alors donc, Annie Gosselin, pourriez-vous nous faire un portrait de la situation au sein dans les syndicats de copropriétaires au Québec, dans les copropriétés au Québec, en termes de franchise? Effectivement, pour établir le montant d'une franchise en dommages par lot, les assureurs ont des normes de souscription qui peuvent différer d'une compagnie d'assurance à l'autre. On peut parler pour certains assureurs, ils vont établir cette franchise-là en fonction du nombre d'unités dans le bâtiment. Ça peut être également basé sur la valeur assurable et l'année de construction du bâtiment. Si on parle de petites copropriétés, on peut encore retrouver dans le marché des franchises entre 5 et 10 000 quand on parle aussi de dossiers qui n'ont peu ou pas de réclamation. Si je me retrouve face à un bâtiment qui a plus de 25 ans d'âge, nos franchises entre 5 et 10 000 peuvent facilement doubler en raison de l'année de construction. Si on parle de bâtiments avec entre 25 et 50 unités, encore une fois, nos franchises peuvent aller entre 10 et 25 000 pour des dossiers sans réclamation. Des bâtiments entre 50 et 100 unités, on peut facilement parler de franchises variant entre 25 et 50 000 $. Et quand on tombe dans des bâtiments de 100 unités et plus, on peut parler de franchises entre 50, 100 000 et pouvant aller aussi jusqu'à 250 000 $. Annie, est-ce que ce sont des franchises pour dégâts d'eau ou ça peut être pour un autre type de sinistre? On parle principalement de franchises en dommages par l'eau parce que c'est la principale cause de réclamation au niveau des syndicats de copropriété. Ouais. Et on peut aussi se retrouver face à un assureur qui va nous offrir des conditions. Tout dépendant, si on a une fréquence de sinistre assez élevée, l'assureur peut offrir des conditions sans la couverture pour les dommages par l'eau. Une copropriété qui a maintenu une belle expérience de sinistre, c'est-à-dire que depuis 5 ans n'a aucune réclamation, peut même voir sa franchise en dommages par l'eau augmenter au renouvellement suite à des changements de normes de souscription de la compagnie d'assurance. Ouais. Puis les assureurs, Annie, on parle de franchise de 50 000 $, même 100 000, 200 000, vous avez dû en voir. Ils ont la mèche courte, hein, Annie, à passer un certain nombre de sinistres à l'intérieur d'une certaine période. Ils peuvent dire, c'est fini, je débranche, au revoir, débrouillez-vous. Effectivement. Hein? Puis, ce que j'ai observé, c'est que parfois, les assureurs ne font pas de distinction au niveau de la fréquence de sinistre développée pour des petits bâtiments versus des bâtiments avec plusieurs unités. C'est certain que quand on se retrouve dans un bâtiment où il y a 100 personnes qui vivent là, ben c'est pratiquement impossible qu'il arrive rien au cours d'une année, là. Ouais. Donc, les assureurs ont un peu de difficulté à faire la distinction là, entre des petits et des gros bâtiments là, par rapport à ça. Dans des grands ensembles détenus en copropriété divise, on dit qu'un sinistre par année, c'est presque une norme. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, c'est quand même assez fréquent. Je peux vous dire que je peux assurer des bâtiments avec plusieurs unités qui ne me rapportent pas de réclamation parce que c'est peut-être des petits incidents qui arrivent, qui gèrent à l'interne, là. Mais c'est sûr que, puis de plus en plus, nos franchises augmentent. Quand on se retrouve avec une franchise à 100 000 $, puis que j'ai un évier qui a coulé puis qui a abîmé l'intérieur d'une armoire de cuisine, ben probablement le conseil d'administration ne m'avisera pas de la situation parce qu'ils vont gérer l'incident à l'interne. Ouais. C'est quand il arrive des incidents qui sont plus majeurs, puis qu'on a une franchise en dommages par l'eau élevée, mais que l'incident est juste sous la franchise, c'est là qu'on commence à avoir des problématiques. Okay. Mathieu Sirois, expert en sinistre, rebonsoir. Mathieu, avant d'aller plus loin, là, j'aimerais que nos auditeurs comprennent votre rôle. Qu'est-ce qu'un expert en sinistre? Parce que c'est pas évident de le comprendre. Et je pense que les auditeurs doivent... on leur doit des explications, là. Ils doivent comprendre ce que c'est. D'abord,
il y a trois types d'experts en sinistre, mais il y en a deux là, principalement. Là. Celui qui travaille comme indépendant. En tout cas, dans les trois, il y en a un qui travaille comme indépendant. Vous êtes un expert en sinistre indépendant. Juste me dire, nous décrire brièvement ce que vous faites, parce que vous êtes un expert en sinistre qui offrez vos services notamment au syndicat de copropriétaires. Mais pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait, François. Effectivement, traditionnellement, l'expert en sinistre reçoit ses mandats d'un assureur. Ça peut être un expert en sinistre à l'emploi d'une compagnie d'assurance, mais ça peut être un expert en sinistre indépendant, qui travaille pour une firme indépendante, qui va recevoir des mandats de plusieurs assureurs, qui peut recevoir des mandats d'assurés qui ont des franchises élevées, comme le cas des syndicats de copropriété, le cas qui se généralise, et peut recevoir aussi des comptes, des gens qui s'auto-assurent et qui nous demandent d'intervenir pour prendre en charge leur sinistre. Notre mandat est un mandat de contrôle, mais c'est un mandat d'enquête aussi, où on se doit là, de déterminer la cause, d'établir quelle est l'histoire, quel est le qui, quoi, quand, comment, pourquoi, comment on en vient à ce sinistre-là et voir à établir quelle est la cause et quelles sont nos possibilités de recours. Parce que le recours, c'est important, c'est même capital là, pour la suite des choses, surtout si l'argent sort de nos poches, donc des poches du syndicat. Explorer le recours contre une partie responsable, bien, ça peut faire toute la différence si on peut aller récupérer les montants des dommages du copropriétaire responsable. Donc, Mathieu Sirois, je récapitule. Vous êtes expert en sinistre indépendant. Prenons le scénario type. Un syndicat de copropriétaires est victime d'un sinistre. Le lavabo de la salle de bain du deuxième déborde sur le plancher de la salle de bain elle-même et de l'eau se répand aux deux étages inférieurs. Bon, il y a de l'eau là. La franchise du syndicat, pour dégâts d'eau, elle est de, disons, n'importe quoi, 75 000 $. Les dommages, pour réparer les dommages, ça va coûter 68 000 $. Donc, on est en deçà de la franchise là. Donc, le syndicat, il se dit, de toute façon, je vais le déclarer à l'assureur, mais je ne peux pas réclamer parce que j'ai une franchise de 75 000 à payer de ma poche. C'est moi qui le paye avant que l'assureur ne verse un sou. Donc, là, il se dit, qu'est-ce que je fais? Là, je peux décider que je fais soumissionner 3 entrepreneurs pour avoir un prix. Ben oui, ça, c'est une chose qui peut se faire, mais on va voir que ce n'est pas nécessairement la situation la plus gagnante, win-win, comme on dit. Donc, le syndicat, lui, il peut dire, « Hey, je devrais mandater un expert en sinistre parce que mon assureur n'est pas impliqué au dossier, donc il n'y aura pas d'expert en sinistre, puis ça m'en prend un. » Pourquoi ça en prend un, Mathieu Sirois, un expert en sinistre? Pourquoi? Bien, ça en prend un parce que l'expert en sinistre là, qui est allumé, il va vous aider à établir là, cette perte-là. Elle a été établie à 68 000. Comment? 8 000, oui, c'est ça. Parce qu'on a fait faire un estimé de cette perte-là. Puis ça, l'expert en sinistre, il est habilité à faire ça. C'est son quotidien. Alors, il travaille avec des évaluateurs qui vont lui dire, bon, voici tel est le scénario, on a fait les tests d'humidité, on a établi la perte, ça se situe sur telle surface, et le travail qui sera à faire pour remettre les lieux dans leur état, bien voici. On a un rapport, on a un devis détaillé que vous pouvez soumettre à vos différents contracteurs. Il ne suffit pas d'avoir 2 ou 3 soumissions. Il faut faire en sorte que les soumissions qu'on reçoit sont représentatives et puis vont réparer. On peut avoir une soumission dont le prix est très, très bas, mais quel est le travail qui est fait pour ça? Il faut contrôler ça. L'expert en sinistre peut le faire en assistant là, justement sur cet aspect-là. Mathieu Sirois, quelque chose, autre élément important. Là. Bon, vous arrivez, vous investissez les lieux, puis vous avez une formation qui vous permet de flairer les possibles causes d'un sinistre. On parlait, nous parlions, vous et moi, ce matin, d'un exemple. Hein? Sous l'évier de la cuisine, les gens entreposent des produits nettoyants, Ajax, Comet et autres. Là, ce sont des poudres récurrentes qui laissent échapper par les trous du dessus un chlore. Et ce chlore-là peut endommager des tuyaux. Alors, c'est important pour un expert en sinistre de déterminer la cause parce que ça peut faire la différence
pour un syndicat de copropriétaires entre c'est lui qui paye pour les dommages ou c'est l'assureur du copropriétaire? C'est l'autre. Bon. Exactement. L'expert en sinistre qui reçoit ce dossier-là, ça m'est arrivé, on en a parlé plus tôt. Donc, je reçois le dossier en question. On a la problématique est la suivante. On a un tuyau qui éclate et on a sur les 3 étages inférieurs de l'eau qui descend et qui se répand. Donc, comme bon expert en sinistre, tu te poses toujours ta question, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, puis tu cherches la cause. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui est responsable de ça? Pourquoi? Alors là, dans le cas qui nous intéresse, on nous a identifié la pièce responsable. C'est un tuyau flexible avec une tresse métallique autour de ça. La tresse métallique sert à prévenir l'expansion du boyau. Et ce qui s'est produit, c'est que la tresse s'est détériorée. Le boyau a pris l'expansion et a éclaté cause du dommage. En manipulant ce tuyau-là, on se rend compte qu'on a de la rouille sur les doigts. C'est mystérieux parce que tout est neuf dans cet immeuble-là. Tout est excessivement propre chez le copropriétaire chez qui c'est survenu. Donc, où est-ce que c'était? Expliquez-moi ça. Ça a été changé quand? Ça a été changé il y a 1 an et demi parce qu'il y avait eu un autre sinistre. OK, mais pourquoi c'est rouillé en 1 an et demi? Alors là, l'expert dans sa démarche va aller voir à quel endroit était le tuyau. Est-ce que l'autre tuyau possède les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'il est rouillé lui aussi? Quel est le fabricant de ce tuyau-là? C'est toutes des questions qu'on doit se poser parce qu'on cherche la cause, mais on a toujours en tête un recours possible. Et puis, dans notre cas, on avait les produits, là, comme vous dites, qui étaient entreposés là. C'est à cet endroit-là, sous l'évier de la salle de bain, que le copropriétaire mettait ses chaudières, ses guenilles et tout. Donc, il y a des choses qui se combinent. Là. On a les produits de l'art qui ne sont pas fermés, alors qu'on voit très bien sur le produit comme tel que ça doit être dans un endroit aéré. Ce n'est pas un endroit aéré. C'est avec de l'humidité. Oh, j'ai de la rouille aussi sur les pentures qui sont neuves. Donc, 2 choses. Là. Si j'ai un défaut de fabrication sur mon tuyau, c'est une chose. Il aurait rouillé à cause d'un défaut. S'il y a de la rouille aussi sur mes pentures, ça fait 2. Là. Donc, on pense qu'on va faire expertiser ce tuyau-là. Donc, on engage un ingénieur sur le cas. Et puis, on se rend compte que la piste d'hypothèse est validée. Ce sont des produits, des vapeurs de chlore combinées à de l'humidité dans un lieu fermé qui ont fait en sorte que notre tresse de métal s'est détériorée et a fini par briser. Donc, on a un recours dans un cas comme ça contre le copropriétaire qui faisait un entreposage inadéquat de ces produits qui contenaient du chlore. Donc, au final, ce copropriétaire-là, dont l'assureur pensait avoir seulement des besoins de réserve pour des frais de subsistance additionnels, non, il va avoir des réserves ajustées là, pour les dommages au bâtiment. Donc, il a dû payer l'assureur du copropriétaire. Tous les autres copropriétaires. Donc, l'assureur du copropriétaire a dû payer. On va y revenir à ça avec Medjolka dans 2 minutes concernant 1074.2. Mais juste avant, Valérie, tout à l'heure, j'évoquais l'idée qu'un syndicat, il se dit pourquoi je mandaterais un expert en sinistre qui va mandater un ingénieur, ça va me coûter les yeux de la tête. C'est pas vrai en passant que ça coûte les yeux de la tête. On va vous le dire tout à l'heure, c'est vraiment avantageux. C'est pas des prix de fou. Puis vous allez comprendre pourquoi. Valérie, l'idée, là, on fait soumissionner 3 entrepreneurs. Tu fais pas ça si tu connais pas ça. Oups. Valérie, votre micro est coupé. Voilà, excusez-moi. Dans un premier temps, François, ce qui est important de comprendre, c'est que le syndicat, c'est nouveau qui gère les dégâts d'eau, qui s'occupe de ça. Avant, il y avait un grand support au niveau de l'assurance. Okay? Ouais. On monte de quelques années, là, pas très loin. Là, les gens font ça par souci d'économie. Mais comment pouvons-nous, comme syndicat, comme gestionnaire, comparer 3 soumissions quand les gens n'ont peut-être pas établi les travaux de la même façon? Ouais, je ne compare pas des pommes avec des pommes. Voilà. Si je ne compare pas des pommes avec des pommes, j'espère que dans le choix que je vais faire comme syndicat, je vais tomber sur le bon entrepreneur qui a bien évalué ce qu'il avait à faire. Mm-hmm. Dans un deuxième temps, c'est important ce que Mathieu explique parce que vous comprenez que chaque sou dans un syndicat de copropriété doit être bien investi, non pas dépensé. S'il y a les chances
sont augmentés de faire appel en investissant avec un expert en sinistre, de sauver et de réclamer des sous. Tantôt, Maître Jolicoeur donnait l'exemple 5 000 $. Ça coûte quelques 1 000 $. Si on est capable d'aller récupérer 4 000 du 5 000, on est gagnant. Parce qu'actuellement, c'est très difficile parce que chaque assureur de chaque copropriétaire dit ce qu'il veut et le syndicat ne sait plus du tout comment réagir face à ça. Oui, c'est ça. Donc Maître Jolicoeur, très important que l'expert en sinistre intervienne parce que c'est lui qui détient la clé pour vous donner ce qu'il vous faut afin d'intenter un recours contre un copropriétaire fautif ou responsable d'un sinistre. Là. J'ai bien compris? Effectivement, essentiellement, le rôle d'expert en sinistre, c'est de nous colliger la preuve pour mettre en cause la responsabilité civile du ou des copropriétaires qui seraient à l'origine du sinistre. On a vécu depuis plus de 2 ans un discours de la part des experts en sinistre des compagnies d'assurance en responsabilité civile des copropriétaires en disant, écoutez, notre assuré n'a commis aucune faute, vous ne pouvez absolument pas lui réclamer quoi que ce soit. On est des fois extrêmement choqués parce que certains experts en sinistre, pas tous évidemment, se croient doués du titre d'avocat qu'ils n'ont pas. Et tiennent un discours laconique, on ne paye pas. Bon, alors évidemment, lorsque les syndicats viennent nous voir avec ces dossiers-là, nous, on n'est que l'avocat. On va dire évidemment au syndicat, oui, mais quelle est la cause du sinistre et en quoi le copropriétaire a une responsabilité civile? Alors, tout le volet de l'enquête, c'est pas l'avocat qui fait ce dossier. Si l'avocat le fait à un taux horaire qui est nettement plus élevé qu'un expert en sinistre, le syndicat ne sera pas gagnant. Donc, le rôle de l'expert en sinistre, c'est, oui, enquêter les causes du sinistre. Deuxièmement, déterminer la responsabilité potentielle du ou des copropriétaires et, ultimement, permettre au syndicat de réclamer directement à l'assureur du copropriétaire une indemnisation qui va éviter, somme toute, de vider le fonds d'auto-assurance. Parce qu'on sait tous, à partir du 15 avril de l'année prochaine, on va devoir se constituer des fonds d'auto-assurance à la hauteur de la plus haute franchise. Mais si on commence à payer comme syndicat toutes les réclamations qui émanent des appartements des copropriétaires, on va vider automatiquement le fonds d'auto-assurance. Si les gens pensent que passer à un fonds d'auto-assurance, c'est coûteux, attendez qu'ils payent en plus les réclamations du lave-vaisselle du copropriétaire qui a pris feu, du frigo à glaçons dont le tuyau s'est décollé. On s'explique très mal comment il se fait que d'autres copropriétaires de l'immeuble aient à payer pour des électroménagers notamment qui sont défectueux. Ça n'a aucun sens. Les gens là, sont révoltés. Ouais. C'est bien d'avoir des gens révoltés, mais moi, je dis toujours, on a quand même, nous, comme syndicat, le fardeau de la preuve. C'est-à-dire le fardeau d'être en mesure de prouver au tribunal la faute et la responsabilité d'un copropriétaire. Alors, sans un expert en sinistre, c'est difficile parce que moi, comme avocat, je peux bien envoyer une mise en demeure et je vais me faire répondre laconiquement par l'assureur en responsabilité civile du copropriétaire. Écoutez, maître, un lave-vaisselle, comment voulez-vous que notre assuré surveille son lave-vaisselle? Et il va dire qu'il n'a commis aucune faute. Le lave-vaisselle, il a brisé tout ça. Alors, c'est pour casser actuellement ce volet qui est extrêmement frustrant, que ce soit pour un exemple Valérie avec sa société de gestion qui se fait répondre régulièrement à ce genre de réponse-là, ou encore Annie Gosselin qui se fait dire comme courtier d'assurance des syndicats, ils n'ont pas encore payé parce qu'ils disent que leur assuré a commis aucune faute. Si on veut casser cette dynamique-là, ça nous prend des gens expérimentés en première ligne qui vont accompagner à des frais très raisonnables les syndicats dans l'établissement de la cause et la responsabilité. On va y arriver aux frais. Annie Gosselin, la situation actuelle, il y a une grande problématique. Actuellement, depuis un certain temps, il y a une grande problématique en termes de réclamation du syndicat au copropriétaire parce que l'assureur du copropriétaire ne veut pas payer. Est-ce que c'est un scénario fréquent, systématique, ou est-ce qu'il y en a parfois qui payent? Oui, seulement pour revenir, pour appuyer ce que Mme Couture disait tout à l'heure,
Maintenant, les syndicats ont très peu d'accompagnement de la part de leur assureur puisque les franchises en dommages par l'eau ont augmenté de façon considérable et on se retrouve régulièrement face à des réclamations qui sont avec des dommages inférieurs à la franchise en dommages par l'eau. Donc, dans une situation comme ça devient problématique pour les administrateurs parce qu'on a régulièrement des événements qui surviennent qui sont reliés à des appareils domestiques des copropriétaires, des lave-linges, lave-vaisselle qui coulent. Et quand ils n'ont pas l'accompagnement de l'assureur parce que la franchise est en dommage, est inférieure à la franchise, le dommage est inférieur à la franchise en dommages par l'eau et que l'assureur personnel du copropriétaire refuse de payer, on se retrouve face à un cul-de-sac parce que les administrateurs de la copropriété ne sont pas outillés, informés pour entreprendre des démarches. C'est pour ça qu'ils ont souvent besoin d'accompagnement. Oui, et moi, en tant que courtier, ce n'est pas dans mon mandat. Donc, il faut faire affaire avec des professionnels. Mais Annie, vous envoyez souvent des situations de sinistralité où l'assureur du copropriétaire vous dit « Nous ne payons pas, notre copropriétaire n'est responsable d'aucune faute, alors c'est au syndicat à payer. » Vous entendez ça souvent? À chaque semaine. À chaque semaine, j'ai des réclamations en dommages par l'eau. J'ai beaucoup de réclamations et malheureusement, très peu de fautifs. Très peu de fautifs. Alors, effectivement. Alors, c'est le syndicat qui se retrouve pris avec souvent le problème. Mathieu Sirois, combien ça coûte un expert en sinistre? La question qui tue, combien ça coûte? Ben, ça ne tue pas, c'est un taux horaire. On est à 150 $ l'heure et puis ça dépend du nombre d'heures qui est fait. Donc, si on met 20 heures sur un dossier, ben, c'est 20 heures fois... Oui, mais sauf que si on met 20 heures sur un dossier... 3 heures, ben là, ça peut être intéressant aussi. C'est pas un dossier de 5 000 $ habituellement quand on met 20 heures. Est-ce que ça non, on doit avoir investir en fonction de ce qui peut être cherché. Hein? Non, mais je veux dire, si on fait un ratio de ce que ça coûte à un syndicat de copropriétaires versus ce qu'il pourrait aller récupérer, est-ce que le coût en vaut la chandelle? Ben, si on a un recours possible, qu'on est capable de bien documenter la cause, de s'équiper avec un rapport d'ingénieur qui est sans équivoque sur la cause, si on contrôle notre perte avec un devis là, qui est très bien complet, si on a en plus permis aux autres parties impliquées qu'on tient responsable, donc dans un cas où on a un copropriétaire qui est identifié comme étant potentiellement responsable, si on tient son expert en sinistre à lui bien aviser de nos démarches et du cheminement qu'on fait pour pas qu'il y ait de surprises, parce que personne n'aime ça avoir des surprises. Mais si on est capable de l'amener avec nous puis le guider dans tout ce qui s'en vient, on est au moment du recours bien armé pour récupérer les sommes. Il aura vu là, quelles sont les dépenses, quel est son exposure en termes d'assurance, et puis ben, ce sera facile de récupérer les sommes. Et puis là, les honoraires de l'expert en sinistre seront rentabilisés de cette façon-là, puisqu'on aura bien préparé le cours. Mathieu Sirois, l'autre donnée qui est intéressante aussi avec un expert en sinistre auquel un syndicat de copropriétaires pourrait, un syndicat de copropriétaires qui requiert les services d'un expert en sinistre sera bien servi également au chapitre des coûts pour réparer les dommages. Est-ce que ça peut faire la différence? Un expert en sinistre qui dirait « Voici, ça va vous coûter 28 000 », alors que l'entrepreneur, lui, il dit « Ben, ça va coûter 35 000 ». Je ne dis pas que tous les entrepreneurs sont malhonnêtes, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que l'expert en sinistre n'agit pas comme un régulateur puis un surveillant du dossier pour justement établir les prix justes? Un peu comme on le fait pour un assureur, pour un syndicat de copropriété, on aura le même rôle. On doit être impartial, on doit voir quel est le dommage puis combien ça coûte pour le réparer. Ouais. À partir de là, bien, le contracteur, on pourra comparer son devis, comparer son prix, puis voir si le prix est juste, puis si le travail est adéquat en fonction du dommage. Parce qu'on ne veut pas, si par exemple on a de la laine mouillée dans un mur puis que le contracteur n'en fait pas état puis ne fait pas les correctifs nécessaires, on a une bombe à retardement là, qui nous attend là, pour le dommage subséquent. Valérie Couture, est-ce que vous en gérez souvent des sinistres de ce genre-là? Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec des experts en sinistre indépendants? Oui, non?
fait, chez Condo Stratégiste, on a une personne à temps plein attitrée à la gestion de nos sinistres. Alors, c'est pas peu dire de ce côté-là. Notre collègue Christina est très occupée. Et il y a François, au début, comme je vous dis, ça fait pas des années, puis les syndicats, c'est difficile de les convaincre d'engager, d'investir dans une autre personne ou un autre personnage qui va rentrer dans le dossier. Je crois que ce soir, le fait que Mathieu explique clairement et qu'on prenne le temps d'expliquer c'est quoi les bénéfices pour les syndicats de faire affaire avec un expert. Tantôt, vous parliez, on va-tu sauver 2 tiers, 3 tiers? Moi, je me dis, si le syndicat va chercher la moitié au pays, ou un peu, même s'il va sur 5 000, il va chercher 1 000 parce que ça a coûté 4 000, mais tu sais, je veux dire, l'important, c'est qu'on fasse les démarches comme il faut. De plus en plus, nous, chez Condo Stratégiste, notre service d'urgence, on a un entrepreneur qui répond 24 heures sur 24. Et on est bien outillé, puis on essaie de dire aux assureurs, c'est ce qui s'est passé, puis ça devient de plus en plus difficile. Donc, je crois que les gens comme Mathieu vont être très occupés dans les prochains moments parce que malgré toute la bonne volonté du syndicat de bien faire les choses, ça veut dire d'aller chercher l'argent s'il aller la chercher. Puis si c'est de sa faute de payer, c'est correct, là, ça arrive. Mais on se dirige vers quelque chose de plus sophistiqué comme suivi de sinistre. Et c'est pas pour rien que Maître Jolicoeur est toujours impliqué dans des sinistres comme ça, c'est parce que ça devient des choses importantes et on doit s'assurer que les professionnels sont au dossier pour que les gens soient bien servis. Il y a gagnant, perdant, ça fait partie du lot, du jeu. Mais l'important, c'est que si c'est moi qui ai causé un dommage, pourquoi je ferais payer les 85 copropriétaires? Ça, c'est très dommageable, ces temps-ci. Maître Jolicoeur, j'aimerais qu'on revienne sur le 1074.2. On en a parlé, nous en avons parlé à maintes reprises pendant nos web radios, mais je crois que c'est important de le faire de nouveau, de le refaire, d'en reparler. Le projet de loi 41, l'adoption du projet de loi 41 a corrigé une première version du 1074.2 en ajoutant ce qui est en vert ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maître Jolicoeur? On dit que, corrigez-moi si je me trompe, plusieurs assureurs interprètent cet article 1074.2 comme ils le veulent. Est-ce que c'est ça ou ils ont raison d'interpréter comme... est-ce qu'ils ont raison d'interpréter cet article-là pour finalement conclure que ce n'est pas à l'assureur du copropriétaire de payer? Est-ce qu'ils ont raison? Dans un premier temps, on a vu très rapidement que les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires, dès janvier 2019, ont invoqué le fait que si le syndicat n'était pas en mesure de prouver une faute à l'égard du copropriétaire, il n'avait pas à payer. Donc, on a commencé dans cette dynamique-là qui était bien différente d'avant la réforme de l'article 1074.2. Je veux quand même remettre en perspective que j'ai été de l'intention du ministre Laïtao, d'ailleurs, Mme Lise Thériault, qui était ministre à l'époque, l'a bien dit en commission parlementaire, de déresponsabiliser les copropriétaires parce que c'est pas possible là, qu'on fasse payer à des voisins le bris d'un lave-vaisselle chez un copropriétaire parce que le prix est limité à des sommes en deçà de la franchise. Alors, on a commencé à avoir cette dynamique-là, évidemment, au niveau du RGCQ. On a revendiqué une modification législative. Donc, ce qui a été rajouté en vert est venu d'une certaine façon être une bonification. Il y a actuellement une problématique d'interprétation. Les assureurs, certains assureurs encore, ont pour leur dire que le régime de responsabilité, de présomption de responsabilité de l'article 1465 s'applique, c'est-à-dire que, oui, s'il y a un bris de chauffe-eau, notre assuré est peut-être responsable, mais si on est en mesure de dire que notre assuré n'a rien fait pour que le chauffe-eau coule, ben, vous ne pouvez pas le tenir responsable. On est dans une dynamique insensée. C'est totalement inacceptable parce que le discours des assureurs amène à vider le compte de banque des syndicats de copropriétaires parce que les assureurs en responsabilité font dire par l'entremise de leurs experts en sinistre, réclamer aux syndicats. C'est ce qu'on leur dit, là. Les experts en sinistre se transforment en avocats et émettent des opinions juridiques. J'ai vu des cas de pratique illégale du droit chez certains experts en sinistre d'assureurs en responsabilité civile. Ça n'a aucun sens. C'est fou.
Alors, évidemment, ça prend une réponse, puis la réponse, ça ne peut pas être juste un avocat, ça ne peut pas être juste un gestionnaire, ça prend quelqu'un qui a des connaissances également légales. Parce que c'est bien beau d'avoir une intervention 24 heures, il faut quand même penser que ce dossier-là va peut-être se ramasser au tribunal. Ouais. Il faut comprendre que l'expert en sinistre qui a une formation sur les règles de droit, même s'il n'est pas comme avocat, sait très bien comment on doit prouver une faute. Alors, dans un sinistre d'importance, ça va être souvent l'expert en sinistre qui va être le témoin pivot de la réclamation. Pourquoi? Parce que les administrateurs qui étaient là en 2020 ne sont peut-être pas administrateurs, ils ne sont peut-être plus là. Alors, ça prend quelqu'un qui soit en mesure d'articuler au tribunal avec l'avocat du syndicat cette preuve. Ouais. Alors, on a beaucoup d'attentes souvent à l'égard de l'avocat, mais l'avocat dit toujours la même chose à son client. Sans une trame factuelle, sans des faits, sans avoir une explication, on est démuni. Donc, c'est juste de rétablir l'équilibre. Et c'est dans ce sens-là que nous, comme avocats, je pense que la présence d'experts en sinistre indépendants pour des sommes en deçà de la franchise ou à proximité de la franchise, c'est un atout drôlement important pour répliquer à une interprétation obtuse que font les assureurs en responsabilité civile des dispositions de l'article 1074.2. Valérie Couture, avez-vous déjà représenté des syndicats de copropriétaires à la Cour du Québec, division des petites créances, afin de réclamer le montant de la franchise à l'assureur du copropriétaire fautif, entre guillemets, ou en tout cas présumé fautif? Oui. Alors, ça se passe comment? Ben, c'est vraiment à petite échelle un tribunal tout à fait comme normal. Et Maître Jolicoeur en a parlé, a dit qu'un point très important, c'est les preuves qu'on a. Donc, les explications qu'on va avoir pour prouver ça. Parce que c'est tellement clair que c'est les preuves de l'un contre les preuves de l'autre et il faut que ce soit bien documenté. Quand habituellement on se rend dans des dossiers comme ça, là, je pense que les conseils d'administration commencent à se sentir plus à l'aise de déposer là. Mais on n'a pas une grande expertise parce que, je vous l'ai dit, c'est nouveau. Début 2019, c'est comme Maître Jolicoeur l'a dit, on s'est réveillé un matin, puis la veille au soir, ils auraient tous payé, puis le lendemain matin, puis personne ne paye. Fait que c'est comme un réveil brutal qu'on vit depuis des années, depuis 2019. Et là, il faut que ça cesse parce qu'on va tous se ramasser aux petites créances si le montant le permet, parce que, vous savez, ça dépasse ça pour aller plus loin. Et là, on parle d'investir dans une défense, d'investir dans le sinistre, etc. Fait que, tu sais, ça devient très, très lourd et on sent beaucoup de frustration du côté des administrateurs. Puis cette frustration-là, elle est répertoriée au niveau des gens à l'Assemblée générale et, tu sais, c'est pas sain ce qui se passe. Puis je pense qu'il faut que les gens soient bien orientés, bien dirigés pour pouvoir accepter la cause. Dans le sens que si on a un expert qui s'en occupe et qui défend les intérêts, bien, si ça vire d'une façon, bien, ça peut être le fun pour le syndicat d'avoir fait des économies ou des choses comme ça. Valérie, j'ai entendu de la bouche d'un autre gestionnaire de copropriété que souvent, quand ça se ramasse aux petites créances, si vous gagnez, ben, le juge pourrait avoir tendance à couper la poire en deux, à dire, bon, ben, OK, le copropriétaire, tu payes la moitié, puis le syndicat paye la moitié. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, il y a des arrangements possibles comme ça qui sont dictés. Il y a des ententes des fois qui vont être faites juste avant de passer aux petites créances ou des choses comme ça. C'est du cas par cas naturellement. Puis moi, je suis pas allée à la cour des petites créances beaucoup de fois. Comme je vous dis, ça commence. Les gens commencent à être fâchés puis dire bon, ben il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose. Et on parle de beaucoup d'argent là, parce que tantôt, Annie parlait des fonds, des franchises de dommages par lot. Écoutez, on a des franchises de dommages par lot pour des vieux bâtiments. À notre grande surprise, on commence à avoir des franchises qui explosent dans des bâtiments qui sont fraîchement livrés ou qui sont en livraison. Dans le fond, il n'y a plus grand bâtiments qui sont pas touchés par ça. Et moi, à ma grande surprise, hier, je ne le nommerai pas pour être sûr que l'assureur ne se réveille pas, mais j'ai eu une diminution de 7 % sur une prime.
dans un dossier qui avait été refusé par un grand assureur l'année passée, donc remis dans le marché. J'en revenais pas. Je me suis dit, mon Dieu, il s'est passé quelque chose. Mais il faut vraiment qu'on soit, comme syndicat de copropriété, bien outillé pour défendre chaque événement. Ouais. Annie Gosselin, vous sembliez acquiescer tout à l'heure à ce que Valérie disait. Est-ce que vous voyez souvent des cas de ces, évidemment, c'est pas de votre ressort, vous êtes courtière en assurance de dommages des entreprises, mais est-ce que vous êtes témoin, vous le voyez souvent que des syndicats disent, nous allons aux petites créances, on n'a pas le choix, il faut récupérer cet argent-là. Vous le voyez souvent, ça? Oui, je vois régulièrement la frustration d'administrateurs qui considèrent qu'ils n'ont pas à faire les frais à payer pour, comme je disais, des appareils domestiques de copropriétaires qui ont occasionné des dommages par l'eau. Donc, de plus en plus, les administrateurs, je pense qu'ils vont aller vers des services comme un expert en sinistre indépendant pour défendre leurs droits, récupérer des sommes d'argent qui sont de plus en plus importantes avec la hausse des franchises en dommages par l'eau. Donc, oui, effectivement, j'ai beaucoup d'administrateurs qui ne tiennent pas nécessairement compte des conseils qu'ils reçoivent ou des réponses qu'ils reçoivent des assureurs et qui décident d'aller plus loin dans leur démarche. Annie Gosselin, c'est très pertinent ce que vous venez de dire parce que ça touche au cœur du problème, au noyau de l'affaire, c'est-à-dire les experts en sinistre indépendants sont appelés à augmenter en nombre d'interventions parce que les syndicats doivent récupérer des sommes de plus en plus importantes en tant qu'auto-assureur. Mathieu Sirois, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Tout à fait. S'ils se doivent de payer chacune des réclamations, mais évidemment, un fonds se vide très, très vite. Et puis, normalement, si on doit l'argent qu'on ne s'attend pas de sortir, c'est des frustrations pour chacun des copropriétaires. D'où, je pense, l'importance de notre implication dans ces dossiers-là pour aller chercher quelle est la cause, puis établir l'histoire comme il faut, puis préparer les recours. Parce qu'avec ces recours-là, on ne s'en cache pas, le fonds d'auto-assurance est beaucoup moins affecté si on peut aller chercher des sommes à chacun des sinistres. Puis pour aller les chercher, on doit avoir bien enquêté notre perte, établi la cause et puis pouvoir soutenir cette cause-là, puis être prêt à faire face à la musique, là. Effectivement. Mais Jalika, deux questions de nos auditeurs, et j'invite nos auditeurs à poser d'autres questions. On a encore 17 minutes de web radio, donc posez vos questions, nous tenterons, nos invités y répondront autant que faire se peut. Mais Jalika, peut-être un peu farfelu comme question, mais je la pose quand même. Dans le cas d'un sinistre, là, qui est en deçà de la franchise, disons un sinistre de 3 000 $, 3 500 $, est-ce que le principe du moitié-moitié ne serait pas acceptable de dire, écoutez, nous avons établi qu'en deçà de tel montant, on fait moitié-moitié. Le syndicat paie la moitié du sinistre, puis le copropriétaire paie l'autre moitié. Est-ce que c'est quelque chose de logique ou c'est irrationnel de penser comme ça? C'est fondamentalement irrationnel parce que si on en a un à tous les 10 ans, là, peut-être dans la logique, on peut peut-être le défendre, mais si on est affublé d'une série de sinistres, à un moment donné, il faut juste comprendre que le fonds d'auto-assurance, il va fondre comme neige au soleil. Ouais. Il y a une certaine forme d'iniquité entre les copropriétaires. Pourquoi des copropriétaires vont payer pour un réfrigérateur à glaçons de leurs voisins? Je veux dire, en termes d'équité, ça s'explique mal. Puis quand on décide de vivre dans un groupe avec d'autres copropriétaires, on doit avoir à l'esprit qu'ils n'ont pas à payer pour un appareil électroménager qui ne fonctionne pas bien. Vous savez, moi, je suis copropriétaire. Je ne peux pas vérifier quel genre d'appareil électroménager mon voisin achète, mais si je pousse ce raisonnement-là, il va falloir que je commence à enquêter sur tout ce qui rentre comme électroménager dans le bâtiment, si le chauffe-eau, est-ce qu'il était bien installé? Vous savez, des bris de chauffe-eau, là, parfois, le plombier va le transporter dans le corridor, il va l'échapper, la cuve est fissurée, puis 6 mois plus tard, ça éclate. Puis on va se faire dire, par l'assureur du côté, vous savez, nous, notre assuré, là, il n'a rien fait, il a fait livrer ça par un maître plombier, puis ça a coulé. Écoutez, on n'a pas à payer pour ça. Vous irez voir le maître plombier. Ça n'a pas de sens. C'est une question de totale inéquité. On a forcé les copropriétaires depuis le 15 octobre dernier à souscrire une assurance responsabilité là,
n'ont pas le choix, ils sont tenus. Ouais. Ils doivent payer des primes. Ben oui. Alors, ça sert à quoi de payer des primes en responsabilité civile si on se fait dire régulièrement par notre assureur, ben on ne paye pas. Ça se défend pas, ça se défend pas légalement, moralement parlant. Puis l'autre chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la division des petites créances, c'est quand même un système judiciaire où il faut pas se le cacher, les gestionnaires n'ont pas le droit de représenter le syndicat. En quelque part, il va bien falloir qu'il y ait un administrateur qui se présente. Sinon, les gestionnaires se font jeter dehors par des juges en disant, mais écoutez, vous êtes un contractuel, vous savez pas vous faites. Ben, en quelque part, c'est Jacques, c'est Luc, c'est Denis, les administrateurs bénévoles qui ont articulé la preuve, qui ont en plus à argumenter en droit dans un dossier extrêmement complexe. Ben, l'expert en sinistre, s'il a fait enquête, il va venir décliner son rapport d'enquête en disant, Monsieur le juge, Madame le juge, voici l'état de mon enquête, voici ce que j'ai fait comme démarche. C'est quelqu'un qui va aider le tribunal à rendre justice. Puis, l'autre chose, quand la jurisprudence ou les décisions vont être récurrentes à la division des petites créances et qui vont être favorables aux syndicats, bien là, ça se peut que les assureurs arrêtent de ne plus payer parce que c'est triste à dire, mais ils en ont profité longuement de cette ligne en disant, bien, notre client, notre assuré, il n'est pas responsable. Alors, je pense qu'à partir du moment où on va avoir des syndicats bien articulés dans l'administration de la preuve, dans l'enquête aussi, ça va aider le sort plus collectif de nos Si on crée des précédents, juridiques, ben là, à ce moment-là, le vent pourrait tourner. J'ai 3 questions là qui me viennent d'auditeurs. Il faut y répondre parce qu'il nous reste 12 minutes, là, 13 minutes. Maître Jolicoeur encore. On entend souvent dans les médias des histoires où un article de fumeur a causé un incendie. Est-ce déjà arrivé qu'un copropriétaire fumeur soit tenu via ses assurances de couvrir tous les frais d'un tel sinistre? Ben, moi, j'en ai vécu un, là. Récemment, là? Récemment. La maison Martin-Matt, le syndicat de copropriétaires à 97-75 boulevard de Lormière. Oui, ben, le feu a pris une empilade de cigarettes, le feu a pris dans le cendrier, puis ça fait partir le système de gicleur du bâtiment. Alors, c'est pas tellement le feu du cendrier que le gicleur qui a arrosé un peu partout dans le bâtiment qui a créé le dommage. Il faut savoir, à ce niveau-là, qu'on ne peut jamais réclamer plus que le montant de la franchise. Hein. Alors, et l'assureur du syndicat ne peut pas se retourner contre le copropriétaire non plus pour les sommes qu'il va payer. Alors, on est dans la limite de la franchise. Il faut toujours savoir qu'on est dans la limite de la franchise en termes de recours contre ceux qui sont à l'origine du sinistre. Si on parle de copropriétaires, évidemment. J'ai une autre question pour vous, M. Jolicoeur, mais Mathieu Sirois a levé la main tout à l'heure. Ça fait longtemps peut-être que vous avez levé la main. Vous aviez quelque chose à dire, je pense. Ça va? Ça fait trop longtemps, François. Ça fait trop longtemps. OK. Bon, on oublie ça. M. Jolicoeur, une autre question pertinente, là. Est-ce que l'article 1074.2 ne pourrait-il pas être revisité et remodifié pour ramener les choses dans leur juste perspective et retourner le fardeau de la preuve aux copropriétaires et non aux syndicats de copropriétaires? Je pense qu'effectivement, il doit être revisité par le ministère des Finances, les GIS à Québec, pour une raison très simple. C'est qu'on avait un régime de responsabilité contractuelle qui était très performant. On établissait dans nos déclarations de copropriété que le copropriétaire était responsable des biens pour lesquels il y avait la garde. On ne pouvait pas renverser la présomption de responsabilité. C'était propre, c'était clair. Et surtout, le régime de responsabilité contractuelle des clauses qui tiennent les copropriétaires responsables dans nos déclarations de copropriété depuis de longue date a été mise en œuvre par les tribunaux qui l'ont reconnu. Là, aujourd'hui, on a rédigé de façon un peu particulière cet article 1074.2 qui, quant à moi, laisse place à des interprétations et à des débats. Vous savez, je pense que le législateur a été très sage dans cette réforme législative. Il a voulu trouver un équilibre. Obliger les copropriétaires à s'assurer en responsabilité civile. Bon, puis si on a des copropriétaires qui sont négligents ou bien malchanceux trop souvent, c'est eux autres qui vont subir l'augmentation de la franchise et de la prime. Ce n'est pas une collectivité de copropriétaires à vivre aujourd'hui avec des franchises de centaines de milliers de dollars, avec des primes qui sont déraisonnables.
et qui mettent en péril la stabilité financière de nos copropriétés, parce que c'est de ça dont on parle ce soir, c'est la stabilité financière de nos copropriétés. On pourra pas demander aux copropriétaires de pomper de l'argent en franchise pas en prime de façon illimitée pour compenser à l'égard de copropriétaires malchanceux ou irresponsables. On est dans un régime où, si j'écoute les assureurs, ben c'est pas grave les copropriétaires irresponsables, c'est pas grave parce que tout le monde va payer pour les irresponsables. Ben, ça peut pas fonctionner même la copropriété. Ça marche pas comme ça. Maître Jolicoeur, une autre question posée par une auditrice. Si le syndicat doit aller aux petites créances pour récupérer les frais engagés par le syndicat pour faire les réparations qui sont imputables à la négligence du copropriétaire, est-ce que le recours doit être exercé contre le copropriétaire ou l'assureur ou les deux? Ben, le code nous permet de poursuivre et le copropriétaire et l'assureur ou tout simplement l'assureur. Je pense que Mme Gosselin voulait peut-être bonifier là, un point. Oui. Je voulais simplement mentionner que lorsque l'article 1074.2 a été modifié suite au dépôt de loi 41, je voyais ce changement-là en tant que courtier en condo comme une grande victoire qui allait changer beaucoup de choses. Malheureusement, c'est entré en vigueur en mars 2020, donc depuis plus d'1 an, et je n'ai observé aucun changement. Le petit caractère en vert qu'on a vu tout à l'heure, là, ben, il n'est pas pris malheureusement en considération. Le rajout qui a été fait là, n'est pas considéré par les assureurs, puis c'est sûr qu'il va falloir que ça change éventuellement. Là. C'est ça, là, le petit ajout en vert, hein, Annie? Et dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne par le fait des biens qu'il a sous sa garde. Les biens qu'il a sous sa garde, ça peut être un chauffe-eau, j'imagine, hein? Un chauffe-eau, que sais-je, un lave-linge, un lave-vaisselle, hein? C'est ça? Effectivement. Bon. Et cet ajout-là ne fait aucune différence actuellement, malheureusement. Oui, en tant que courtière en assurance, ça doit être un peu frustrant aussi, là, j'imagine. Les syndicats ressentent une frustration, mais vous aussi, je présume. Oui, surtout de la réponse que les syndicats reçoivent des assureurs. Effectivement, c'est très décevant. Ouais. Mathieu, vous envoyez souvent des cas comme ça de copropriétaires? Oui, vous envoyez souvent, hein? Des cas copropriétaires, oui, mais on parle beaucoup d'électroménager, puis c'est des cas fréquents. Est-ce qu'il y a lieu de récupérer la franchise? Comment? Puis tout revient, je pense, à l'importance de bien documenter notre cause, puis à se doter des armes qu'il faut pour aller là, dans cette bataille-là. Parce que c'est avec ça qu'on bâtit notre cours et le potentiel. Oui. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, Maître Jolicoeur vient de dire, vous ne pouvez pas représenter le syndicat à la division des petites créances. Ce sont les administrateurs qui doivent y aller. Ça doit être épuisant, ça doit être une montagne, ça doit être le mont Everest pour des administrateurs de devoir intenter des recours incessants aux petites créances parce qu'il y a 2 dégâts d'eau par année causés par des copropriétaires ou de la négligence ou la faute ou la responsabilité, que sais-je encore. Comment ça se passe? Les administrateurs, ils doivent se dire j'ai déjà assez de mon emploi à plein temps. Comment ça se passe? Bien, juste, faut penser, vous ne trouvez pas que ça en fait encore plus dans l'assiette de nos administrateurs pour lesquels on doit continuer de motiver parce qu'ils sont fatigués, épuisés de faire la gouvernance et toutes les autres tâches connexes dans la copropriété. Et c'est important, c'est qu'il y a les changements d'administrateur aussi. Hein. Il y a un dossier qui est commencé, il n'est pas passé, l'autre qui n'est plus administrateur, etc. Voilà. C'est un peu... puis c'est impressionnant, Maître Jolicoeur a bien fait de le préciser, que c'est impressionnant quand on s'en va là. Alors, si on arrive face à quelqu'un qui est plus outillé de l'autre côté, ben ce ne sera probablement pas à la faveur peut-être du syndicat qui avait peut-être raison malgré tout. Donc, c'est pas facile. Je pense qu'on s'en va vers une situation où les gens vont devoir être plus consciencieux et d'accepter d'investir dans des experts comme Mathieu pour arriver à des fins comme il faut. Ouais. Parce que je suis d'accord avec Maître Jolicoeur, là, on est rendu qu'on a tout pelleté ça dans la cour du syndicat.
puis il n'en peut plus. sont toujours les mêmes qui payent. Ouais. C'est pas une bonne idée, ça. Mathieu, on a parlé, vous et moi, on a parlé également de toute l'histoire, par exemple, d'un réfrigérateur qui fabrique de la glace, dont le tuyau coule. Ça arrive souvent, semble-t-il, c'est ce que j'entends. Ça arrive fréquemment. Vous pouvez faire la preuve que c'est le réfrigérateur qui est en cause, puis on pourrait subroger vers le fabricant. On peut subroger vers le fabricant, on peut subroger vers l'installateur, on peut subroger contre le copropriétaire. Quelle est notre cause? Est-ce que c'est une composante qui est exposée à l'extérieur est-ce que c'est notre boyau comme tel? Qui est le fabricant de ce boyau-là? Qui l'a installé? Puis quel est le problème avec le tuyau en cause, là? Pourquoi il coule? Une fois qu'on a trouvé ça, ben là, on peut se frayer un chemin là, vers une économie certaine au bout de la ligne. Puis c'est toujours ça. Quelle est ta cause? Qui, quoi, quand, comment, pourquoi? Puis avec ça, tu pars. C'est ça le travail d'un expert en sinistre. Hein? C'est de retracer là, quelle est l'histoire, qui sont les acteurs là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la trame des événements pour... Annie, vous envoyez souvent des réfrigérateurs qui fabriquent de la glace coulée? Oui, j'ai eu quelques réclamations. J'ai des lave-linges, j'ai des laveuses, j'ai des appareils distributeurs d'eau, j'ai même eu un aquarium, j'ai déjà eu un lit d'eau, j'ai eu plusieurs réclamations en dommages par l'eau. Et quand on se retrouve face à un appareil domestique du copropriétaire qui occasionne un dégât d'eau inférieur à la franchise en dommages par l'eau du syndicat et qui relève d'un bris d'équipement, un appareil qui est un défaut de fabrication, c'est le syndicat qui doit avoir et réparer le dommage et qui devrait revenir contre le fabricant. Ça commence à être beaucoup pour des administrateurs. Ben oui. M. Jolicoeur, le mot de la fin, 1957, en 3 minutes, là. L'importance de la saine administration, elle est d'autant plus nécessaire en raison de ce nouveau facteur, de cette espèce de situation inextricable dans laquelle un syndicat est plongé lorsque un sinistre émane d'une unité. Mais est-ce que c'est pas trop en demander à des administrateurs bénévoles qui n'ont pas les compétences, pas parce qu'ils sont pas bons, mais ils n'ont pas les connaissances requises pour assumer ce rôle? Est-ce que c'est pas toute la gestion et l'administration d'une copropriété, l'administration surtout, qu'on devrait revoir en obligeant, par exemple, les administrateurs à être formés, puis en les aidant, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est un lourd fardeau qu'ils portent, ces administrateurs, non? Oui, c'est un très lourd fardeau, mais il faut comprendre que ces administrateurs, qu'ils soient bénévoles ou peu rémunérés, gèrent quand même des actifs qui valent plusieurs millions de dollars. On chiffre ça des millions de dollars. Et à partir du moment où on administre des actifs aussi importants, mais ça prend une formation de base. D'ailleurs, l'Ontario a créé une formation obligatoire pour tous les administrateurs dans les propriétés ontariennes. Ici, au Québec, c'est triste à dire, mais il y a des gens de bonne foi, mais sans compétences, qui deviennent du jour au lendemain administrateurs de leur copropriété. Ils ne sont pas toujours équipés avec des valéricultures, des gestionnaires de cette qualité-là. Il y a beaucoup d'autogestion. Et lorsque des sinistres arrivent, bien évidemment, ils sont totalement démunis. Puis, ils ne comprennent pas toujours l'importance de contrôler les intervenants dans les bâtisses. Le beau-frère qui vient faire des travaux de plomberie, là, il peut occasionner des dommages colossaux dans une bâtisse, qui va faire en sorte qu'il y ait des sommes qui ne seront pas payées en raison de la franchise. Il va faire en sorte également que peut-être la prime d'assurance et la franchise d'assurance l'année prochaine vont monter en flèche parce que c'était le sinistre de trop. Les administrateurs ne sont pas conscients que ceux qui interviennent, même dans les parties privatives, sur la tuyauterie de l'électricité, ce doit être des gens qui ont des compétences, qui ont des assurances responsabilités. Donc, ça oblige à contrôler à l'entrée ces intervenants-là. Et lorsque les gens veulent rénover leur cuisine, ben, on ne peut pas dire, ça va être beau, là, mais ils ne se soucient pas de ça. Tout ça, c'est des bombes à retardement en termes de sinistralité, d'où l'importance d'une gestion de qualité. Je pense que de plus en plus, il va falloir l'admettre, la présence de gestionnaires qualifiés, même pour des comités de petite taille, va être nécessaire. Parce que l'enjeu économique est trop grand. Un syndicat qui perd sa couverture d'assurance, il ne faut pas se le cacher, on a une dépréciation complète de la valeur de tous les condos.
et puis un appartement qui va se vendre, les copropriétaires vont devenir en défaut vis-à-vis leur propre prêteur hypothécaire. C'est une situation qui peut être catastrophique parce que, comme vous l'avez souligné à juste titre, M. Sellier, c'est une lourde tâche d'être administrateur et puis à un moment donné, la dynamique, je ne paye pas, là, $1, c'est comme $1 de trop d'investi. Ben, Ouais. bon, c'est la pire erreur que les administrateurs peuvent faire en copropriété de ne pas être accompagnés de gens de qualité en gestion, Ouais. en expertise, en sinistre aussi. Ouais. Alors, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. J'ai lu quelques commentaires de gens qui disent qu'éventuellement, les assureurs vont obliger les syndicats de copropriétaires non seulement à remplacer leur chauffe-eau après 8 ou 10 ans, mais également leur lave-vaisselle, leur lave-linge et tout le reste, parce que, bon, éventuellement, ce scénario est très plausible, pourrait être plausible. Alors donc, je vous rappelle que cette web radio était une présentation de la firme en gestion de copropriété Condo Stratégie. Alors, Condo Stratégie, pour obtenir leur juste, c'est une firme en gestion de copropriété hors pair qui a fait ses preuves, a développé une grande expertise en gestion de copropriété et offre divers forfaits adaptés aux besoins d'un syndicat de copropriétaires pour être entre bonnes mains. Une seule adresse à retenir, condostratégie.ca, comme ça se prononce, condostrategis.ca. Voilà. Merci d'avoir été là ce soir, Annie Gosselin, courtière en assurance de dommages des entreprises chez PMT Roy. Merci, Annie, d'avoir été là. Merci, Mathieu Sirois, expert en sinistre chez Crawford et compagnie. Merci, Mathieu. Merci, bonsoir à tous. Valérie Couture, PDG, Condo Stratégie. PDG, effectivement, je ne l'avais jamais dit ça. Alors, je le dis. Et fondatrice de Condo Stratégie. Merci d'avoir été là, Valérie. Merci. Maître Jolicoeur, avocat émérite, nul autre que Maître Yves Jolicoeur. Merci d'avoir été là, Maître Jolicoeur, du cabinet Terrien Couture Jolicoeur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 19h, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Au revoir. Au revoir. Au revoir.